Imaginez un instant que l'histoire qu'on vous a enseignée sur les bancs de l'école contienne une erreur d'une ampleur colossale. Et si l'une des figures les plus célèbres du passé, dont le nom est devenu synonyme de pouvoir et de génie militaire, n'avait en réalité jamais existé? Cette pensée semble absurde, car des milliers de tomes ont été écrits sur Napoléon Bonaparte, ses portraits ornent les musées et ses stratégies sont étudiées dans les académies militaires. Pourtant, des chercheurs alternatifs, en plongeant dans les archives du 19e siècle, ont découvert une série d'étrangetés inexplicables qui forcent à poser un regard nouveau sur la biographie familière de l'empereur. La première chose qui saute aux yeux lors d'une étude détaillée est l'effrayant effet miroir entre les destins de Napoléon Ier et de Napoléon II. La biographie du premier semble avoir été soigneusement décalquée sur celle du second, ou inversement. Jugez-en par vous-même. Tous deux étaient artilleurs, et fait encore plus étonnant, chacun d'eux a écrit exactement un livre sur le même sujet ultra spécialisé, l'artillerie et la balistique. Tous deux ont eu un fils, et le destin de ses héritiers est également identique. Ils n'ont jamais régné et ont quitté ce monde au même jeune âge, franchissant à peine le seuil des 21 ou 22 ans. Une telle symétrie dans les biographies d'un père et de son fils présumé dépasse le simple hasard et suggère une origine littéraire plutôt qu'historique de ces figures. Mais le véritable choc provient d'une découverte faite au début du XXe siècle. En 1912, exactement pour le centenaire de la guerre patriotique de 1812, alors que le monde entier se remémorait les grandes batailles et les victoires, un livre a vu le jour, destiné à bouleverser les représentations de cette époque. L'ouvrage, intitulé « Comme quoi Napoléon n'a jamais existé » ou « Le Grand Erratum », a été écrit par Jean-Baptiste Pérès. Il semblait impossible d'affirmer une telle chose au beau milieu des célébrations jubilaires. Pourtant, l'auteur déclare avec une incroyable assurance: Napoléon Bonaparte n'est pas un personnage historique réel, mais un personnage allégorique. Pérès affirme que tout ce que nous savons du Grand Corse est une personnification du soleil, un mythe ancien réécrit au goût du jour. Selon sa théorie, la biographie du général, ses victoires et ses défaites, ne sont pas une chronique d'actions militaires, mais une description cryptée du mouvement de l'astre céleste. L'affirmation semble folle, mais l'auteur propose une expérience. Si nous prouvons que chaque fait de la vie de Napoléon est emprunté à la mythologie du grand luminaire, alors la réalité de l'existence de l'empereur s'effondrera comme un château de cartes. On nous parle d'un homme né sur une île de la Méditerranée, ayant une mère nommée Létidia, 3 sœurs et 4 frères, qui a mis fin à la Révolution et commandé 12 maréchaux. Mais et si, derrière ces données biographiques sèches, se cachait un code astronomique compréhensible des seuls initiés? Avant de commencer à déchiffrer ce code et d'analyser les preuves qui pourraient changer à jamais votre perception de l'histoire, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et de soutenir cette enquête. Nous nous apprêtons à plonger dans des secrets que les historiens ont préféré ignorer pendant plus de 100 ans. Sur quoi repose donc cette incroyable théorie? Les preuves présentées dans le livre de 1912 commencent par les fondations mêmes, le nom du héros. Si l'on regarde attentivement le mot « Napoléon », en rejetant sa sonorité habituelle et en se tournant vers les racines anciennes, un sens se révèle qui coïncide de manière surprenante avec les fonctions des divinités antiques. Et ce n'est que le premier fil d'une immense pelote de coïncidences qu'il nous faut démêler. Pour comprendre toute la profondeur de cette mystification historique, il est nécessaire de se tourner vers la linguistique et la symbolique oubliée des temps anciens. Les chercheurs qui remettent en question la réalité de Napoléon commencent leur analyse par le plus évident, le nom qui a retenti à travers toute l'Europe. Tout le monde sait que les poètes et les artistes de l'époque classique comparaient souvent l'empereur au soleil. Mais peu se sont demandé à quel point cette comparaison devait être prise au pied de la lettre. Dans la mythologie antique, le soleil était appelé Apollon. La différence entre les noms Napoléon et Apollon peut sembler significative au premier abord. Mais si l'on rejette la perception superficielle pour plonger dans l'étymologie, la différence disparaît presque totalement. La racine du nom Apollon, en grec, signifie destructeur ou exterminateur. C'est l'aspect redoutable de la divinité solaire, capable par ses rayons aussi bien de donner la vie que de dessécher tout ce qui vit.
Mais que signifie le préfixe dans le nom du chef de guerre français? En grec, la particule ne ou naï est l'une des plus fortes particules affirmatives, que l'on peut traduire par en vérité ou véritablement. En assemblant ces parties, nous obtenons une traduction effrayante. Napoléon signifie le véritable exterminateur ou le véritable Apollon. Ce n'est pas simplement un nom, mais un titre proclamant la nature solaire et divine de celui qui le porte. Même la seconde partie de son nom, Bonaparte, s'intègre parfaitement dans ce schéma. Elle provient des mots latins bona pars, qui se traduisent par la bonne partie ou la bonne part, symbolisant le jour, la période lumineuse, par opposition à la nuit et aux ténèbres. Ensuite, les biographes, comme s'ils suivaient un scénario antique, définissent le lieu de naissance du héros. Selon la mythologie classique, le dieu Apollon est né sur l'île de Délos, en mer Méditerranée. Pour correspondre à la légende, les créateurs de l'image de Napoléon placent également sa patrie sur une île de la Méditerranée, la Corse. Le choix de ce point géographique précis n'est pas fortuit. La position de la Corse par rapport à la France, où le soleil empereur devait monter sur le trône, correspond parfaitement à la position de l'île de Délos par rapport à la Grèce, où se trouvaient les principaux temples et oracles d'Apollon. C'est une rime géographique nécessaire pour respecter la géométrie sacrée du mythe. Non moins intéressante est la figure de la mer. L'histoire officielle dit que la mère de Napoléon s'appelait Laetitia. Le nom Laetitia se traduit du latin par « joie ». Au sens allégorique, ce nom est censé personnifier l'aurore, ce moment du lever du soleil où les premiers rayons de lumière répandent la joie sur toute la nature qui s'éveille. Ici encore, on peut tracer un lien direct avec le panthéon grec, où la mère d'Apollon était la déesse Leto. La ressemblance phonétique et sémantique des noms Leto et Laetitia est trop évidente pour être une simple coïncidence dans le cadre de cette théorie. Mais la preuve la plus élégante, peut-être, de la nature astronomique de la famille Bonaparte est l'histoire de ses frères. On nous dit que l'empereur avait 4 frères. Dans le système du mythe solaire, ces 4 frères symbolisent les 4 saisons. Les chroniques historiques affirment que 3 des frères de Napoléon sont devenus rois, recevant leur couronne des mains de leurs grands frères, et qu'un seul est resté sans titre. Regardez le changement des saisons. Le printemps règne sur les fleurs, l'été domine les moissons, l'automne règne sur les fruits. Ces 3 saisons sont les rois de la nature, dont le pouvoir dépend directement de l'influence du soleil. Cependant, il existe un 4e frère, l'hiver. L'hiver ne produit rien. Il ne règne ni sur les moissons, ni sur les vergers. C'est un temps vide, froid, dépourvu de fruits. C'est précisément pour cela que, dans la légende de Napoléon, l'un des 4 frères n'est jamais devenu roi, répétant exactement le sort de la saison hivernale qui ne possède pas de royaume de fertilité. Toute la famille Bonaparte, de la mère Aurore au frère Saison, s'aligne dans un système calendaire cohérent tournant autour d'un centre unique, le soleil Napoléon. Mais si la famille de l'empereur n'est qu'une allégorie du cycle annuel, qui étaient alors ceux qui l'entouraient sur les champs de bataille, ses célèbres maréchaux et ses ennemis jurés? En élargissant les frontières de cette étonnante théorie, nous passons inévitablement des proches parents de l'empereur à sa vie personnelle et aux forces qui l'entouraient. Si les frères et sœurs étaient des allégories des saisons, alors les épouses et les héritiers jouent, dans ce drame astronomique, le rôle des corps célestes et des fruits terrestres. Selon les chroniques historiques, Napoléon a eu 2 épouses. Ce nombre n'est pas fortuit et nous ramène aux anciens cultes solaires. Au soleil, en tant que divinité suprême, on attribuait 2 unions conjugales, l'une avec la lune, l'autre avec la terre. La mythologie raconte que l'union du soleil et de la lune est toujours restée stérile. Et en effet, la première épouse de Napoléon, Joséphine, malgré de longues années de mariage, n'a donné aucun héritier à l'empereur. C'est le reflet parfait de la nature lunaire, qui brille d'une lumière réfléchie, mais n'engendre pas la vie à partir des rayons solaires. La seconde épouse, selon la légende, personnifie la terre. C'est précisément de cette union que le soleil doit avoir un fils unique. Dans la tradition égyptienne, c'est le petit Horus, fils d'Osiris et d'Isis, né de la fécondation de la terre par la chaleur solaire. Et ici, la biographie de Bonaparte nous réserve une autre surprise d'une précision incroyable.
Il lui naît un fils tant attendu, l'Aiglon. Mais ce qui importe n'est même pas la personnalité de l'enfant, c'est la date de sa venue au monde. L'anniversaire de l'héritier de l'Empire tombe le 20 mars, jour de l'équinoxe de printemps. C'est un moment clé du calendrier agraire et astronomique où le Soleil entre définitivement dans ses droits et où la Terre commence à donner ses fruits. Le fils de Napoléon est un symbole de récolte, de fertilité et de renaissance printanière, qui n'aurait pu naître aucun autre jour. Laissons les affaires de famille et tournons-nous vers l'exploit politique principal attribué à Napoléon, la victoire sur la Révolution. On nous dit qu'il a étouffé l'hydre de l'anarchie et rétabli l'ordre. Mais si l'on regarde cela à travers le prisme du mythe d'Apollon, un scénario classique de combat contre le dragon apparaît. Le premier et le plus glorieux exploit du jeune dieu Apollon fut de tuer le monstrueux serpent Python qui terrorisait toute la Grèce. Quel est le lien entre la Révolution française et un serpent mythique? La réponse réside dans l'étymologie. Le mot révolution lui-même vient de la racine latine revolutus, qui signifie littéralement enrouler ou retourner sur soi-même. C'est la description exacte d'un serpent lové en boule. Ainsi, l'hydre de la Révolution est ce même serpent Python, le chaos et la terreur, qui doit être vaincu par le rayonnant, véritable Apollon. Le rétablissement de l'ordre par Napoléon n'est pas un acte politique, mais une description allégorique de la victoire de la lumière solaire sur les ténèbres et le chaos de la matière primordiale. Mais aucun chef de guerre, même solaire, ne combat seul. Les historiens énumèrent avec fierté les noms des maréchaux de l'Empire qui ont mené les armées à la victoire. Une attention particulière est portée aux 12 maréchaux actifs, qui étaient en service effectif et commandaient des divisions. Le nombre 12, dans ce contexte, paraît si suspect qu'il est impossible de l'ignorer. C'est le nombre des signes du zodiaque. Dans les textes bibliques et plus anciens, le ciel étoilé était souvent appelé l'armée céleste. Les étoiles sont des soldats qui suivent strictement leur course, obéissant au mouvement du soleil. Les 12 maréchaux de Napoléon sont les 12 constellations zodiacales entourant leur empereur Soleil. Ils n'ont pas de volonté propre, ils ne font que refléter sa gloire et se déplacent sur la voûte céleste selon un ordre strict établi par la mécanique céleste. À chacun d'eux est attribué un rôle et un secteur du front, c'est-à-dire du ciel. L'armée de Napoléon, la Grande Armée, sur laquelle tant de livres ont été écrits, se transforme dans cette interprétation en une armée infinie d'étoiles marchant dans le silence de la nuit sous la conduite de leur unique chef. Toute la hiérarchie militaire de l'Empire se révèle n'être qu'une projection terrestre de la sphère céleste, où chaque général est un amas d'étoiles et chaque soldat une étincelle de lumière. Cependant, si la structure de l'armée et l'entourage de l'empereur se superposent si parfaitement à la carte du ciel étoilé, alors ses actions, ses déplacements sur la carte de l'Europe, doivent obéir aux mêmes lois inexorables de l'astronomie. Et en effet, la coïncidence la plus étonnante ne se cache pas dans les noms et les dates de naissance, mais dans l'itinéraire de ces grandes conquêtes, qui répètent exactement, jusque dans les moindres détails, la course éternelle du Soleil à travers le firmament. Si la structure de l'armée et l'entourage de l'empereur se superposent si parfaitement à la carte du ciel étoilé, alors ses actions, ses déplacements sur la carte de l'Europe et ses célèbres campagnes militaires doivent obéir aux mêmes lois inexorables de l'astronomie, et non à une logique politique ou à une stratégie militaire. Dans ce contexte, la campagne de Russie de 1812 cesse d'être une tragédie d'erreurs de calcul pour se transformer en une description majestueuse du cycle solaire. L'histoire même de l'ascension et de la chute de Napoléon n'est rien d'autre qu'un récit poétisé du mouvement diurne et annuel de l'astre. Il est connu que le Soleil règne sans partage au sud. C'est là que sa force est maximale, ses rayons les plus brûlants. Cela coïncide parfaitement avec les premiers succès de Bonaparte, ses campagnes d'Italie et l'expédition d'Égypte. Comme le Soleil, il prend des forces sous les latitudes méridionales. Cependant, la nature de l'astre est telle qu'après l'équinoxe de printemps, il entame son mouvement inexorable vers le nord, s'éloignant de l'équateur. Dans l'interprétation mythologique, c'est précisément la fameuse invasion de la Grande Armée dans les contrées septentrionales dont le point culminant fut la prise de Moscou.
Mais pourquoi Napoléon, tacticien de génie, n'a-t-il pas pu se maintenir à Moscou? Les historiens parlent d'incendie, de manque de vivres et du rude hiver russe. L'auteur de la théorie du mythe solaire donne une autre explication, astronomique. Le Soleil, ayant atteint son point culminant au nord lors du solstice d'été, rencontre une barrière céleste infranchissable, le tropique du Nord. Ce tropique est aussi connu sous le nom de tropique du Cancer. Pourquoi du Cancer? Parce que le crabe ou l'écrevisse est une créature qui marche à reculons. Ayant atteint ce signe du zodiaque, le Soleil est obligé d'arrêter son mouvement vers le nord et de commencer le chemin inverse, vers le sud. Il ne peut physiquement pas rester au zénith de l'hémisphère nord. Ainsi, la retraite de Moscou n'a été prédéterminée ni par Koutouzov, ni par des erreurs stratégiques, mais par la mécanique céleste elle-même. Napoléon Soleil, entrant dans le signe du Cancer, a été contraint de reculer, c'est-à-dire de commencer sa retraite humiliante par la vieille route de Smolensk. La destruction de son armée et l'extinction de sa puissance sont une allégorie du flétrissement automnal de la nature et du raccourcissement du jour. L'hiver vint l'été, le froid vint la chaleur, les ténèbres avancent sur la lumière. C'est un cycle éternel qu'aucun souverain terrestre ne peut changer, et c'est précisément pour cela que la biographie du véritable Apollon ne pouvait se terminer autrement. L'acte final de ce drame est également écrit avec une précision stupéfiante. Le soleil se lève toujours à l'est et se couche à l'ouest. La légende de Napoléon dit qu'il est apparu des mers orientales, Égypte, Corse, pour régner sur la France. Et où a-t-il fini ses jours? Dans les eaux profondes de l'ouest. Son exil sur l'île de Sainte-Hélène, perdu dans l'océan Atlantique, est une image poétique du coucher de soleil. L'astre plonge dans les mers occidentales, disparaissant derrière l'horizon. De plus, prêtez attention à la durée de son règne. Les historiens mesurent l'ère napoléonienne à environ 12 ans, du consulat à la première abdication. Et ici encore, nous voyons la magie des nombres. 12 années de règne de l'empereur correspondent aux 12 heures du jour durant lesquelles le soleil brille au-dessus de l'horizon avant de céder la place à la nuit. Son pouvoir a duré exactement une journée cosmique. Il s'est levé, a atteint le zénith, a rencontré son tropique du Cancer et s'est couché dans l'océan. La boucle est bouclée. Tout semble concorder parfaitement. Chaque aspect de la vie, de la naissance à la mort, de la famille aux ennemis, s'intègre dans le schéma du mythe antique sans la moindre faille. Mais ici surgit une question légitime. Pourquoi l'auteur de ce livre, publié en 1912, a-t-il eu besoin de créer un schéma aussi complexe et multiniveau et de prouver l'inexistence d'un homme dont des témoins vivants se souvenaient encore? La réponse ne réside pas dans l'histoire elle-même, mais dans la personnalité de l'écrivain et sa dispute intellectuelle avec les savants de l'époque. Pour comprendre jusqu'au bout la nature de cette mystification littéraire, qui un siècle plus tard ressemble à une théorie du complot à part entière, nous devons faire connaissance avec la personnalité de l'auteur et le climat intellectuel dans lequel ce livre est né. Jean-Baptiste Pérès, l'homme qui a publié ce pamphlet scandaleux, n'était nullement un fou du village, ni un chercheur de complots secrets. Au contraire, c'était un homme à l'esprit vif, à la logique solide et d'une grande culture. À différentes périodes de sa vie, il a enseigné les mathématiques et la physique, a servi comme bibliothécaire et a même occupé le poste de procureur. Sa pensée était rationnelle, structurée et infiniment éloignée du mysticisme. Le véritable but de l'écriture du livre ne résidait pas dans le désir de réécrire l'histoire des guerres napoléoniennes, mais dans une dispute intellectuelle élégante et mordante. Au début du XIXe siècle, en France, les travaux de l'astronome et philosophe Charles-François Dupuy ont acquis une immense popularité. Ce savant, dans son œuvre monumentale Origine de tous les cultes, prouvait avec ferveur que Jésus-Christ n'avait jamais existé en tant que personnage historique. Dupuy affirmait que l'histoire évangélique n'était qu'une réadaptation du mythe solaire, où les 12 apôtres sont les signes du zodiaque et la vie du Christ le chemin du soleil. Cette théorie a captivé les esprits de la jeunesse et des étudiants, leur semblant être le sommet de l'athéisme scientifique et de la pensée critique. Un jour, Pérez s'engagea dans une discussion avec l'un de ses étudiants qui, avec une lueur fanatique dans les yeux, citait les arguments de Dupuy.
L'étudiant affirmait que, puisque la biographie du Christ s'inscrivait si parfaitement dans le cycle solaire, cela signifiait qu'il n'avait pas existé. Pérez, étant un homme croyant et en même temps sarcastique, décida de ne pas débattre avec le jeune homme en utilisant des arguments théologiques. Au lieu de cela, il choisit l'arme de son adversaire, la méthode de l'analogie. Il déclara « En utilisant la méthode de votre idole Dupuy, je peux tout aussi facilement prouver que l'empereur Napoléon, que nous avons tous vu il y a peu encore, n'a jamais existé. » C'est ainsi qu'est née cette parodie géniale. Pérez a utilisé une technique connue en logique sous le nom de réduction à l'absurde. Il a délibérément sélectionné des faits de la vie de Bonaparte, les a légèrement embellis, a trouvé des coïncidences linguistiques et les a organisés en un système reflétant en miroir l'argumentation de Dupuy. Sa tâche était de montrer: si vous cherchez des coïncidences, vous en trouverez partout. Si vous voulez étirer l'histoire réelle sur le globe de la mythologie, vous y parviendrez. Mais cela ne fera pas de l'histoire une fiction. Le livre de Pérez était une satire brillante des méthodes de recherche pseudo-scientifiques, une moquerie envers ceux qui sont prêts à voir des allégories astronomiques dans des événements réels. Il semblerait que l'énigme soit résolue. Nous avons affaire à une plaisanterie historique virtuose, créée par un mathématicien intelligent pour donner une leçon à des étudiants naïfs. Les arguments sur les frères Saison, les épouses planètes et la révolution serpent ne sont que des jeux d'esprit, une jonglerie de faits pour le plaisir du bon mot. Les historiens ont soupiré de soulagement, classant cette œuvre au rang des curiosités littéraires. Cependant, dans ce tableau cohérent de démystification, il y a un « mais » qui ne laisse pas de repos aux chercheurs modernes et force à rouvrir le dossier qui semblait clos. Le fait est que Jean-Baptiste Pérez, malgré tout son talent mathématique, vivait dans la première moitié du XIXe siècle. Il manipulait des connaissances de la mythologie antique, de la linguistique et de l'astronomie classique. Mais il ne pouvait en aucun cas connaître les technologies du futur et les systèmes de positionnement numérique. Il semblerait que ce soit juste une blague d'un savant du XIXe siècle, un chapitre clos. Mais des passionnés modernes, en vérifiant les données de l'empereur, ont découvert une étrange anomalie numérique dont Pérez ne pouvait avoir connaissance, et qui effraie par sa précision mathématique, dépassant le cadre de n'importe quelle satire, même la plus sophistiquée. Les sceptiques et les rationalistes auraient pu souffler de soulagement en refermant le livre de Jean-Baptiste Pérez. Sa satire expliquait brillamment comment on peut manipuler les faits, transformant un homme vivant en mythe solaire. Il semblait que le secret était dévoilé, Napoléon était réel et toutes les coïncidences avec Apollon n'étaient que le jeu d'une imagination débridée et d'étirements linguistiques fortuits. Cependant, à notre ère numérique, 200 ans après la mort de l'empereur, un détail a fait surface que Pérez ne pouvait prévoir et qu'il est impossible de mettre sur le compte de l'humour d'un mathématicien du XIXe siècle. Ce détail ne relève pas du domaine de la littérature ou de la mythologie, mais de la sphère des mathématiques de navigation sèche et des technologies satellitaires modernes. Nous passons à la partie la plus effrayante de cette enquête, à la magie des chiffres, qui brise la notion de hasard. Rejetons les noms, les titres et les légendes, ne laissant que les chiffres nus qui encadrent la vie de Bonaparte. Chaque homme a deux dates principales, son arrivée dans ce monde et son départ. Pour Napoléon, ces dates sont le 15 août 1769 et le 5 mai 1821. À première vue, c'est juste un ensemble de chiffres dans un calendrier, une note historique que les écoliers apprennent par cœur. Mais des chercheurs, armés d'outils modernes de géolocalisation, ont décidé de mener une expérience audacieuse, dont le résultat donne des frissons. L'essence de l'expérience est simple, comme tout ce qui est génial. Prenons la date de naissance de l'empereur, le 15e jour, le 8e mois, août, l'année 1769. Si nous écrivons ces chiffres en une suite continue et les présentons sous le format de coordonnées décimales, nous obtenons le nombre 15 8200 Maintenant, effectuons la même opération avec la date de décès. Le 5e jour, le 5e mois, mai, l'année 1821. Nous obtenons le nombre 5 ans du 8 souhaité 21. En eux-mêmes, ces chiffres ne signifient rien tant que nous ne leur appliquons pas un contexte géographique.
Étant donné que le destin a jeté Napoléon dans l'hémisphère sud et dans la partie occidentale de la carte du monde, il est logique d'ajouter à ces coordonnées un signe moins, qui en navigation désigne la latitude sud et la longitude ouest. Nous avons donc deux coordonnées, moins 15 1008 1 2007 69 et moins 5005 1 U10 1 21. Maintenant, armé de n'importe quel service de cartographie moderne, que ce soit Google Maps ou un autre, entrez ces valeurs dans la barre de recherche. Cliquez sur « Rechercher » et regardez où tombe l'épingle électronique sur le globe virtuel. Le résultat de cette action force à douter de la réalité de ce qui se passe. Le point indiqué par les dates de naissance et de mort du Grand Corse ne nous mène pas à un endroit aléatoire dans l'océan, pas dans un désert et pas dans une ville européenne. Il pointe avec une précision effrayante directement sur l'île de Sainte-Hélène. Ce même morceau de terre, perdu dans les eaux infinies de l'Atlantique, où Napoléon a passé ses derniers jours et où il a terminé son chemin terrestre. Comment est-ce possible ? C'est une question à laquelle la science officielle ne donne pas de réponse. Au temps de Napoléon, le système GPS n'existait pas. Il n'y avait pas de système décimal de coordonnées sous la forme que nous utilisons aujourd'hui pour la navigation par satellite. Ni l'empereur lui-même, ni ses biographes, ni même le plaisantin Pérès ne pouvaient savoir que les chiffres désignant les cadres temporels de la vie du héros solaire deviendraient les coordonnées spatiales exactes de sa prison. La probabilité d'une telle coïncidence fortuite tend vers le zéro absolu. L'océan est immense, la surface de l'île est négligeable et les combinaisons de chiffres dans les dates se comptent en millions. Et pourtant, elles ont coïncidé. Cette découverte déplace la conversation du plan de l'histoire au plan de la métaphysique, ou même de la théorie de la simulation. Si les dates de vie d'un homme sont des coordonnées cryptées du lieu de sa fin, alors de quel libre arbitre peut-on parler ? Cela ressemble à si toute la vie de Bonaparte avait été écrite par un code de programmation, où les paramètres départ et arrivée étaient rigidement liés à un point géographique précis bien avant qu'il ne fasse son premier pas. Ou bien, ce qui est encore plus incroyable, les dates de sa vie ont été inventées et ajustées rétroactivement par certains architectes de l'histoire qui possédaient des connaissances géographiques inaccessibles au XIXe siècle. Nous sommes face à un paradoxe. D'un côté, un livre satirique prouvant que Napoléon est un mythe. De l'autre, une anomalie numérique confirmant que sa biographie est soumise à une logique non naturelle, une logique de machine. Ce n'est plus simplement une dispute pour savoir si Bonaparte a existé, c'est une question pour savoir si notre histoire est réelle tout court, ou si nous ne voyons que des décors disposés selon des lois mathématiquement vérifiées, mais qui nous sont cachés. Les coordonnées venues du futur pointent vers l'île de Sainte-Hélène, la transformant d'un lieu d'exil en point d'assemblage d'un incroyable casse-tête historique. Nous sommes arrivés à la finale de cette enquête complexe, et maintenant, ce n'est pas simplement une énigme historique qui se dresse devant nous, mais un puzzle multicouche où chaque réponse engendre de nouvelles questions. Nous avons commencé par l'affirmation apparemment absurde du début du XXe siècle selon laquelle Napoléon Bonaparte est une fiction. Nous avons traversé les méandres des jeux linguistiques, vu comment des personnes réelles se transforment en allégories des saisons et des guerres sanglantes en mouvements de corps célestes. Nous avons appris que le brillant mathématicien Jean-Baptiste Pérès a créé son livre comme une parodie élégante pour tourner en dérision les méthodes pseudo-scientifiques de son temps. Et au moment où le bon sens était prêt à triompher, mettant toutes les coïncidences sur le compte du hasard et de l'ironie du sort, nous avons été frappés par l'anomalie numérique des coordonnées, impossible à expliquer par la logique du XIXe siècle. Où passe donc la frontière entre vérité et fiction dans cette histoire ? Nous avons affaire à une superposition étonnante de réalités. D'un côté, il existe des tonnes de documents d'archives, des milliers de lettres, de mémoires et de preuves matérielles confirmant l'existence du Corse devenu empereur. Nier cela signifie nier les fondements de toute l'histoire européenne moderne. De l'autre côté, nous voyons la structure d'un mythe qui transperce sa biographie de part en part. Il est impossible d'ignorer le fait que son chemin de vie s'inscrit trop parfaitement dans le cycle solaire, et que les noms de ses proches semblent choisis par un scénariste obsédé par la mythologie antique.
Peut-être la vérité se trouve-t-elle quelque part au milieu. L'une des versions probables dit qu'un homme réel nommé Napoléon a effectivement existé et accompli de grands actes. Cependant, sa biographie officielle, écrite par les vainqueurs et les historiens de cour, a été soumise à une rédaction minutieuse. Peut-être que les dates et événements réels ont été légèrement corrigés, peignés et ajustés aux archétypes anciens, pour donner au pouvoir de l'empereur un caractère sacré, divin. À cette époque, la comparaison du souverain au soleil ou à Apollon était la forme suprême de légitimation du pouvoir. Les historiens ont pu intentionnellement construire un mythe autour d'une personne vivante, créant un hybride de réalité et de légende que nous étudions aujourd'hui dans les écoles. Mais que faire des coordonnées ? Cet Easter egg, œuf de Pâques, cousu dans les dates de naissance et de mort, détruit la théorie cohérente du traitement littéraire de la biographie. Les littérateurs du XIXe siècle pouvaient changer les noms et jongler avec les faits, mais ils ne pouvaient physiquement pas crypter les coordonnées GPS de l'île de Sainte-Hélène dans les dates de vie du héros en utilisant un système décimal qui n'était pas encore en usage. Cela force à réfléchir à des hypothèses plus radicales et effrayantes. Se pourrait-il que l'histoire du XIXe siècle ait été réécrite beaucoup plus tard et beaucoup plus fortement que nous ne pouvons l'imaginer ? Ou bien sommes-nous confrontés à un phénomène que certains appellent un bug dans la matrice, une preuve que notre monde est soumis à des algorithmes mathématiques où le destin des plus grands souverains est écrit par un code de programmation bien avant leur naissance. Nous sommes face à un phénomène qui ne rentre pas dans le tableau habituel du monde. C'est l'histoire de la façon dont la satire se transforme en prophétie et dont des chiffres secs acquièrent un sens mystique. Nous vous laissons seuls avec ces faits. Chacun est libre de choisir ce en quoi croire, au hasard aveugle, à une falsification géniale de l'histoire ou à la prédestination du destin, écrite dans la langue des mathématiques. Et qu'en pensez-vous ? Qui était Napoléon Bonaparte en réalité ? Était-ce un homme réel de chair et de sang dont la vie a été embellie par les chroniqueurs ? Ou bien sommes-nous face au plus grand mythe solaire créé par des sociétés secrètes ? Ou peut-être est-ce la preuve que notre histoire est un projet grandiose, écrit par quelqu'un de là-haut. Nous sommes incroyablement curieux de connaître votre avis. Écrivez vos versions et théories dans les commentaires, car la vérité naît de la discussion. Si cette enquête vous a fait réfléchir et regarder des choses familières sous un autre angle, soutenez-nous impérativement avec un like et abonnez-vous à la chaîne. D'autres énigmes historiques nous attendent encore, celles que la science officielle préfère contourner. À bientôt pour de nouvelles enquêtes.